Salut et bienvenue dans mon garage, live du vendredi. On a eu quelques problèmes techniques avec les derniers lives. Je crois les deux derniers lives ne sont pas passés. Je pense savoir pourquoi. C'est le Montana. Donc voilà, j'espère que ça va le faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop sortir, je vais pas aller dans le jardin et tout le bordel parce que dès que je perds en fait si je perds la connexion ne serait-ce que pour une seconde, en fait le live ne s'enregistre pas sur Instagram et donc je peux rien en faire, je peux pas le partager et tout le bordel. Donc voilà. Donc on va faire ça un petit peu plus soft aujourd'hui. On va pas trop se déplacer. Je vais rester dans le garage. Il y a pas mal de trucs à voir. J'aimerais prendre beaucoup de questions aujourd'hui, faire pas mal de questions et tout. Les questions, voilà. Et donc on va s'attaquer à ça incessamment sous peu. Les canards sont encore dans le garage. Là, il a neigé toute la matinée là. Hop, on va dire bonjour aux canards. Hey girls, hey girls. Les canards adorent sortir. Elles veulent vraiment exister dehors maintenant, mais comme on l'a déjà dit, il fait encore un petit peu trop froid. Ça va venir les filles. Bientôt. Les canards grandissent hyper vite. C'est assez hallucinant en fait comment ça grandit vite les canards. Même comparé aux poules. Donc voilà. Mais les canards c'est vraiment hyper sympatoche. Comme je disais la semaine dernière sur le live, vraiment intéressez-vous aux canards. Je sais qu'on parle très souvent, surtout en Europe, des poules et des lapins, mais le canard peut être très intéressant à une multitude de niveaux pour la ferme, pour la base autonome durable. C'est un animal vraiment rigolo, fantastique, intelligent. En fait, elles me suivent partout. À chaque fois que je sors dans le garage du garage et que je les emmène avec moi dehors, elles me suivent vraiment partout comme des chiens en fait. Vachement attachés, vachement attachants. C'est très intéressant. Le pourquoi du comment des canards, comme d'habitude, ça a la même fonction en fait. Hi, hi Jojo. Ça a la même fonction que les poules dans le jardin. Et donc elles vont là hier soir par exemple on avait les poules et les canards dans le jardin et donc elles servent la même fonction, c'est-à-dire qu'elles viennent un petit peu elles viennent gratter la terre, elles viennent manger par exemple tout ce qui est larves, insectes, tout le bordel, limaces. Donc très intéressant à l'échelle des limaces. Bien évidemment, il y a une relation à l'eau, en tout cas avec mes canards à moi, parce qu'encore une fois, il y a des espèces de canards qui n'auront pas de relation à l'eau. Mais donc, l'eau est un élément très important et vital dans un jardin, surtout dans un contexte d'autonomie et de résilience et d'indépendance, donc d'indépendance hydrique, mais donc aussi pour créer des microclimats. Et le canard participe à toutes ces activités. Et donc voilà, c'est en plus voilà, si vous avez si c'est des filles, elles vont faire des œufs, environ 200. C'est ma veste ça, Daphné. Donc environ 200 œufs par an. Donc voilà, franchement, intéressez-vous aux canards. Peut-être même plus intéressant que les poules. Donc voilà. C'est parti pour. Alors attends, non, avant de. Je suis en train de refaire toutes les ruches et tout. Tout est. Voilà, c'est un peu le bordel. Avant de passer aux questions, on va parler un petit peu patch. Le patch feuille sur le zizi est en rupture de stock. Tout a été vendu.
Et donc, j'en ai recommandé 300. Donc, on va en recevoir 300 probablement mi-mai. Donc, si ce page vous intéresse, comme d'habitude, contactez-moi. Contactez-moi par mail. Hop, hop, on va faire ça comme ça. Contactez-moi par mail si vous êtes intéressé, mais c'est en rupture de stock. Hop. Je vais marquer ça pour vous, comme ça je n'ai pas besoin de le répéter 36 000 fois. Hop. Donc contactez-moi sur mon adresse mail. Le patch Station 9 est en vente, mais je l'ai mis en vente hier soir, il est hors stock déjà. Donc pareil, je vais en recommander, je ne sais pas quand, je vais en recommander et je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, le patch Station 9, c'est un peu différent parce qu'il se traite sur la page Station 9. Donc en fait, c'est séparé. Le Station 9 est séparé des patchs de mes patchs. Donc, voilà, le patch Station 9, merci pour vos commandes, mais il est déjà en rupture de stock. Le patch Feuille sur le zizi, merci pour vos commandes, il est en rupture de stock. Le patch On va tous mourir, le patch Bisounours, On va tous mourir, je l'ai mis donc pareil en vente hier soir en même temps que le Station 9 et il est en rupture de stock. Donc, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais en recommander et je vous tiendrai au courant par rapport au patch On va tous mourir. Mais donc mes deux patchs, Feuille sur le zizi et On va tous mourir, sont en rupture de stock pour le moment, mais je vous tiens au courant sur des vidéos précédentes pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Je viens de recommander les Feuilles sur le zizi. Donc les Feuilles sur le zizi, je vais en avoir donc mi-mai. Donc recontactez-moi mi-mai, je vous donnerai, je ferai une petite vidéo et une photo. Et pareil pour On va tous mourir. C'est en rupture de stock, mais ça va revenir. Donc voilà, si vous avez des questions, de toute façon, hop, c'est par là que ça se passe, vol.west@yahoo.com. Ah non, c'est .com. Petite blague, Conan. Hop, ça devrait être .com. Ce serait génial si toutes les adresses étaient .com. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est parti. Anaï G Valiant, un patch fourmi? Non, pas de patch fourmi pour le moment. Peut-être que ça viendra un jour, mais voilà, c'est pas encore. Putain les mecs. Tu as pu envoyer à peu près tout le monde. Joe Arnwolf, non, j'ai des centaines de commandes. Donc le patch Bisounours, j'en avais que 100. Donc On va tous mourir, j'en avais que 100. Donc voilà. Pareil, en fait j'avais 100 des 3. Et j'ai bien plus de... Voilà, bon, c'est ça, voilà. J-Beta, t'arrives à faire la différence entre Jojo et Daphné? Oui, bien sûr que j'arrive à faire la différence entre Jojo et Daphné. Matt K67, un live avec Code RNO. Je ne sais pas ce que c'est que Code RNO, mais non. Foxtrot, salutations de Suisse, salut la Suisse. Survivalex, à quand le live sur les vêtements? Jamais, je ne ferai jamais le live sur les vêtements. Julien, plus haut, tu as peut-être déjà évoqué le sujet, oui. Mais est-ce que les canards et les poules peuvent partager le même enclos? Oui. K. Duplany, hey. Hey. Merci d'avoir parlé de Yellowstone, la série, plutôt pas mal, vivement la suite. Ouais, bon, moi j'aime pas, hein, personnellement, j'aime pas la série, mais
Ça vous donne une idée de comment ça se passe ici, quoi. Hop. L'atelier du corbeau. Tu peux partager des infos sur comment on quitte un pays communiste pour un pays libre avec de vrais magasins. Oula, donc bon, c'est rigolo, hein. Mais comme je le dis toujours, tous les pays sont, c'est toujours des compromis, hein. Il y a énormément de trucs merdiques aux US. Vous, c'est normal. Comme on dit aux États-Unis, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Généralement, quand on est dans un pays, on pense toujours que le voisin, c'est toujours mieux chez le voisin, mais c'est comme d'habitude, c'est toujours des compromis. Donc après, ça dépend effectivement de vos priorités. Euh, donc voilà, mais après, ouais, ouais. Euh, Lutin volant, portes-tu une protection balistique au stand? Ça dépend. Ça dépend quel stand, avec qui, quand, comment. Ça dépend. Je vais généralement avoir une protection balistique avec moi de toute façon parce que j'en ai une dans le sac, mais ça va vraiment dépendre. Les canards s'amusent dans l'eau. Si j'y vais avec des gens, par exemple, que je ne connais pas, et qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, je vais porter une protection balistique. Si j'y vais avec des gens que je connais, les petits comités, ça dépend, mais normalement non. Survivaliste du Sud, tromper tout avec les canards, c'est pas beau, ouais, je sais. Ouais. Mais en fait, tu sais, c'est un peu comme koh, ils ont changé d'équipe. Et en fait, Toutone, elle traîne avec les canards et les canards traînent avec Toutone. Donc voilà. Kent, 16 912. Dans quelle situation utiliserais-tu le Mosin Nagant en cas de rupture de la normalité? J'en ai un et je me pose la question. J'ai répondu 150 000 fois, mais c'est pas grave, on va le refaire. Comme je l'ai déjà dit, le Mosin Nagant pour moi c'est un outil qui coûte pas cher. J'ai acheté le mien pour environ 100 balles. J'ai acheté 500 munes pour environ 100 balles. Donc pour 200 balles, j'ai un système plutôt intéressant longue distance qui passe au travers des portes de voiture. Donc un truc un peu péchu, facile d'utilisation, rustique et qui m'a pas coûté cher. Dans quelle situation j'utiliserai le Mosin? Ça peut être déjà un fusil de chasse pour tomber du gros gibier. C'est toujours bien. Et après, en termes de si ça part en couille, genre Sarajevo, ça peut être un excellent système à donner à un ami. C'est-à-dire que voilà, pour 200 balles, j'équipe un mec. Nébus un live sur les médocs antibiotiques et comment s'en procurer. Je pense pas que je ferai un live sur les antibiotiques et comment s'en procurer. Je l'ai déjà dit 150 000 fois comment se les procurer. Ok.
Nelio Marx, quel jet pour bombe lacrymogène, gaz, foam, gel, stream. J'ai fait toute une vidéo et tout un article sur le blog sur le sujet. Lacan Fever. Tu nous parles dans une vidéo de protection balistique porte-plaque. As-tu une stratégie pour la tête type casque? Quel est ton avis sur le sujet? Une fois de plus, merci pour ton super boulot. Alors, mon avis sur le sujet, c'est que effectivement, j'ai un casque balistique. J'ai un casque balistique, mais encore une fois, ça ne devrait pas être une priorité. C'est-à-dire que, encore une fois, la priorité, c'est vraiment les gros 4 piliers. Et donc de travailler un petit peu notre résilience et notre indépendance et notre autonomie par rapport à ces 4 piliers-là. Une fois que ces 4 piliers, ces 4 clés de voûte, résilience alimentaire, résilience hydrique, résilience économique et résilience énergétique, une fois que ces 4 piliers sont sécurisés, effectivement, on peut commencer à dévier et à aller voir un petit peu ailleurs. À moins que vous ayez fait un petit peu une liste de vos priorités par rapport à votre environnement personnel et que peut-être que la protection balistique, c'est en haut de liste. Peut-être que vous en vivez dans un pays de merde. Peut-être que ça part en couille, tu vois. Donc il y a des moments comme ça dans l'histoire et puis bien évidemment il y a des contextes et des environnements où les priorités changent. Et les priorités peuvent changer radicalement et très abruptement. Et donc ça peut être le cas de la protection balistique. C'est-à-dire que la protection balistique, le jour où ça part vraiment en couille et que tu en as vraiment besoin, par exemple Sarajevo, c'est très difficile de se la procurer, de s'en procurer, et puis c'est très important, c'est vital. Donc ça dépend un petit peu ça dépend d'où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites, c'est toujours pareil, et un petit peu de votre évolution du moment par rapport au terrain sur lequel vous vous trouvez. John Tever, pour toi, quels sont les points positifs de vivre en France plutôt qu'aux US? Les points positifs de vivre en France, c'est... Hein? T'as vu? Jojo, c'est toi? Les points positifs de vivre en France, alors on va commencer par le plus simple vers le plus complexe. Le plus simple, et tous les Français vous diront, c'est la bouffe. Quand on a grandi en France et qu'on a grandi un petit peu dans cette culture de la nourriture, il est très difficile de s'expatrier. Alors il y a des pays qui seront certainement beaucoup plus faciles de s'expatrier par rapport à la nourriture. L'Amérique n'est pas un de ceux-là. Ça va beaucoup mieux. Quand j'ai émigré, moi, dans les années 90, c'était assez difficile, mais ça va un peu mieux. Mais la bouffe, c'est clair que c'est le truc le plus instantané, le truc qu'on est le plus vite, rapidement et tous les jours confronté. C'est-à-dire que fromage, yaourt, je veux dire, c'est la totale. Le pain, tout. En fait, basiquement, si je veux faire mon français, tout est de la merde ici. On s'habitue, on trouve des compromis et tout. Et puis, comme je le disais, on a de plus en plus de boutiques qui vont vendre du bon fromage, qui vont vendre du bon pain et tout ça. Ça va en s'améliorant. Mais je dirais que ça, c'est vraiment le premier truc. Le deuxième truc, bien évidemment, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire que même moi qui suis, moi je suis né dans le mauvais pays, j'aurais dû naître aux États-Unis, je me sens très américain. Même pour moi, il y a des trucs culturels auxquels on reste attaché. C'est la terre de mon enfance, c'est la culture de mon enfance, et donc j'ai une double culture aujourd'hui. Mais ma culture première reste la culture française, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, moi beaucoup moins, mais il y a certaines personnes qui ça leur manque vraiment. J'ai eu des amis qui sont venus vivre aux États-Unis, et puis après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils repartent parce que la culture, ça leur manque trop.
que ce soit les trucs de culture un petit peu plus simplifiés, comme à l'heure à laquelle on mange, comment ça se passe, la vie familiale, la vie sociale et ainsi de suite, à des trucs un petit peu plus profonds, comme par exemple la littérature, l'architecture, l'histoire, toutes ces choses-là. Donc je dirais que ça c'est en deuxième. Le reste, je trouve que il y a d'autres côtés positifs, comme par exemple la France est un pays hyper, c'est magnifique. C'est magnifique, tu peux aller, tu vas de la Bretagne jusqu'en Corse, enfin je veux dire tu peux traverser tout le pays et il y a des comtés, l'Auvergne, les Pyrénées, le Jura, des trucs absolument magnifiques. La France est magnifique, c'est un territoire magnifique. Avec des belles maisons en pierre magnifiques, une histoire magnifique, bref, c'est vraiment génial. On pense tous que l'Amérique est un pays très jeune. En fait, l'Amérique est une république plus vieille que la France. Ce qui est assez rigolo. Mais on pense tous que c'est un pays très jeune, et effectivement, sur certaines échelles, c'est un pays très jeune, mais on a aussi une culture assez impressionnante. Si le plus à l'est on va, le plus à l'est des États-Unis on va, le plus vieux on passe, et il y a des choses pareilles magnifiques sur la côte est des États-Unis, mais ça vaut pas le pont du Gard, ça vaut pas les cathédrales de France. Je veux dire, c'est imbattable. Donc voilà, des choses comme ça. C'est les côtés positifs. Après, je sais que on m'attend au tournant par rapport aux trucs positifs, et que on a dans la tête et l'imagination que par exemple, la sécurité sociale, toutes ces choses-là. Les filets administratifs et sociaux peuvent être un côté positif à la France. Pour moi, c'est un côté négatif. Mais j'ai une vue un petit peu spartiate de la problématique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attachés au poids du système français. Le système français est un système obèse, très très lourd, et donc qui pèse énormément sur le pays et qui pèse énormément, je pense, sur le citoyen français. On a été complètement infantilisé. Et on a aussi été complètement assisté. Et donc, même s'il y a certains avantages à ce système, je pense qu'au bout du compte, si on regarde et si on s'écarte un petit peu et qu'on regarde le truc un petit peu d'ambiance, je pense que c'est plus un fardeau, je pense que c'est plus un boulet, je pense que c'est plus une problématique qu'une solution. Et donc pour moi c'est un côté en plus un peu plus négatif. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Tous mes copains français qui sont expatriés, on a tous une vue différente des trucs, on a tous des trucs qu'on apprécie plus ou moins. Mais je dirais que le truc le plus basique, si on veut rester un petit peu terre à terre, voilà, ça va être la bouffe. Tout le monde, tous les Français parlent du croissant quand on arrive là. Steve Keep, salut Vol West, as-tu déjà répondu en email de commande pour le patch Station 9 et on va tous mourir juste pour... Ah non, j'y ai pas encore répondu. J'ai fait ça hier soir, j'ai été me coucher, ce matin j'ai juste regardé et ma boîte mail est déjà déborde. Donc voilà. Dame Gino, tu as partagé la vidéo Pagani-Servigne. Que reproches-tu à Pablo Servigne sur le sujet des survivalistes et de situation d'effondrement global? Alors déjà, je lui reproche rien. Je lui reproche rien, je connais pas trop. Au premier abord, j'ai mon instinct. Et mon instinct perso, et ça va être très français, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer à mon épouse, et ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et elle a du mal toujours à comprendre. On a un instinct, on a un programme, nous Français, installé en nous, et donc on n'est pas du même bord, on joue pas dans la même équipe. C'est mon instinct. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de voir voilà un petit peu les équipes. Je trouve, j'ai peut-être complètement tort, mais qu'avec Pablo, je vais l'appeler Pablo, hein, on n'est pas dans la même équipe. J'ai pas le même t-shirt, ça le fait pas. Il y a quelque chose, je sais pas encore exactement pourquoi. Alors bien évidemment, la tendance un petit peu bobo, et encore une fois, ce ne sont que des transpirations, c'est ce qui transpire
c'est pas un jugement et c'est pas un reproche. Les gens sont ce qu'ils sont, j'en ai rien à branler. Voilà, c'est juste pour donner mon sentiment. Si tu veux, je pense que instinctivement, on n'est pas dans la même équipe, et instinctivement aussi, je sens le bobo gauchiste. Voilà. Alors, ça veut pas dire que je suis de droite et ça veut pas dire que voilà, mais c'est pour encore une fois rester très franc, sincère et simple. Parce que je pourrais en faire je pourrais faire quelque chose de compliqué, mais pour rester simple. Voilà, je trouve qu'on n'est pas dans la même équipe. Mais après, je lui reproche rien. Il fait son boulot, il a un boulot. Moi, comme je le dis, je suis pas dans la collapsologie, je suis dans la survie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les trucs qui s'effondrent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut construire. Donc je sais qu'on a du mal à comprendre un petit peu ces deux visions, mais il y a une vision pour moi qui est négative et il y a une vision qui est positive. Il y a une vision qui est réactive et il y a une vision qui est active, proactive. Moi, je suis dans une dynamique et une stratégie proactive et active. Je ne m'intéresse pas à l'effondrement. L'effondrement ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vivre et comment vivre bien. S'il faut, comment survivre, mais comment m'émanciper d'un système qui, bien évidemment, s'effondre, s'effrite, ou va s'effondrer, ou va s'effriter. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui s'intéressent à l'effondrement et la collapsologie, ils ont même un nom. Ils s'intéressent à tout ce qui va s'effondrer. Et puis, à côté, il y a les survivalistes. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas... Putain, c'est mon fil qui est coupé, là. Je ne m'intéresse pas... à la dynamique d'effondrement, je m'intéresse à la dynamique de construction et de reconstruction. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me fait vibrer. C'est les solutions. C'est comment me donner plus de contrôle sur mon destin, comment me donner plus de résilience, d'autonomie, d'indépendance, de résistance. Voilà, tout ça, c'est des concepts qui m'intéressent. Parler pendant 2 heures devant un écran en disant voilà tout va s'effondrer parce que ça, les chiffres là, alors il y a trop d'humains, il y a trop de vaches, il y a trop de voitures, il y a trop de bordel. Alors tout ça, ça peut être vrai, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que pour moi, j'ai juste à exister. Et donc à parler aux gens, à m'instruire, à regarder un peu la téloche, à regarder un peu Instagram, et je découvre qu'il y a des problèmes. J'ai pas besoin d'un diplôme ou d'un diplômé ou d'un mec qui a fait 10 ans d'études dans une fac pour me dire qu'il y a des problèmes sur Terre. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'aller discuter avec mon voisin, d'aller au supermarché, de regarder les prix, de regarder ce qui se vend, et ainsi de suite. De regarder ce qu'ils mettent dans notre nourriture, de regarder, d'aller parler aux paysans, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des problèmes. Après, il y a deux solutions. C'est soit on s'intéresse aux problèmes et on fait des conférences de 2 heures sur les problèmes où on dit que voilà, on va tous mourir. Hein? Soit on se sort de cette un petit peu de cette dépression compulsive qui est très française en plus. Je trouve Pablo est très français. Et donc voilà, moi j'aime bien sortir de ça. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. C'est difficile, mais encore une fois, je lui reproche rien. Je constate, c'est tout. Pipio, en quoi les règles d'engagement sont-elles différentes entre toi et Madame West? Les règles d'engagement sont différentes jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que principalement nos règles d'engagement sont les mêmes. C'est-à-dire que si notre vie ou la vie d'un proche est en danger, on a les mêmes règles d'engagement. Après, les règles d'engagement, donc ça c'est vraiment le noyau dur de nos règles d'engagement, c'est-à-dire pour faire encore une fois, pour simplifier la chose, si on est à un restaurant, Madame West et moi, qu'on est assis à un restaurant et qu'il y a un mec qui déboule avec une cagoule et un AK-47 et qui commence à flinguer tout le monde autour de nous, les règles d'engagement sont les mêmes. C'est-à-dire que on va le ventiler le plus vite possible. Maintenant, là où c'est différent, c'est quand c'est un petit peu plus complexe.
Et donc, surtout sur les tierces personnes. C'est-à-dire qu'on est au restaurant et passe sur le trottoir, pareil, je vais donner un exemple tout con, une femme avec un homme et l'homme met une grosse tarniole à la femme. Là, on a des règles d'engagement un petit peu différentes, c'est-à-dire que Madame West ne va pas engager. Elle va probablement appeler la police, par exemple. Elle va peut-être filmer la scène. Elle va peut-être prendre une photo pour témoigner, pour avoir un témoin. Le téléphone est un témoin très utile. Elle va peut-être alerter d'autres personnes autour, essayer de créer une pression sociale sur l'événement. Mais elle ne va pas intervenir directement. Donc là, les règles d'engagement sont un petit peu différentes parce que moi, personnellement, je suis très viking. Et donc, pour te donner un exemple, hier, j'étais en train de conduire. Je descends une rue, puis il y a un mec qui avait un chien en laisse. Et je ne sais pas ce qu'a fait le chien, mais le mec lui a donné un coup de pied à son chien. Et très viking que je suis, je me suis arrêté, j'ai ouvert la fenêtre de la voiture et je lui ai juste dit la prochaine fois que tu donnes un coup de pied à ton chien, c'est moi qui te donne un coup de pied dans la gueule. Et donc ça s'est terminé là, le mec est parti et on est parti chacun de notre côté. Mais donc moi mes règles d'engagement sont un petit peu différentes. Encore une fois, 1m95, 105 kg, je peux me permettre certaines choses que d'autres personnes peut-être ne peuvent pas se permettre. Maintenant, c'est toujours très difficile. Comme on dit aux États-Unis, on a tous un plan jusqu'au premier coup de feu. Et c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on a tous un plan en tête jusqu'au premier coup de feu et après ça part en couille, ça part en live et on ne sait pas en fait ce qu'on va faire, comment on va le faire et ce qu'on va dire et comment on va pas le dire et ainsi de suite. Donc nos règles d'engagement, encore une fois, pour tout ce qui est noyau dur, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa personne et ma personne, on a les mêmes règles d'engagement. Après, voilà, pour les situations en dehors de ça, ça devient beaucoup plus complexe et très difficile de savoir ce qu'on va faire. Hop, je vais zapper un petit peu. Je suis sûr qu'il y a eu énormément de. Ah ouais, putain, il y a du texte. Oh la vache. Vous êtes partis en couille, les mecs. Euh, euh, Théo Roux 64, salut Vol, je ne sais, pense me faire une mauvaise idée de l'expatriation aux US, tu t'es facilement intégré. Oui, moi, oui. Il y en a d'autres, non. Je connais des Français qui ne s'intègrent pas. Ça arrive. D'autres questions? Hop, 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 hop. Désolé, hein, je suis en train de regarder les questions. Euh, hop, je zappe, je zappe. D'autres questions? Parce que là, je vois pas de questions là. Gabriel Chartrand 98, que penses-tu du VZ58 meilleur que le AK? Alors pas meilleur, deux systèmes un petit peu différents, mais j'adore le VZ58, c'est-à-dire que ici aux États-Unis, je suis sur de l'AK. Si j'étais en France, par exemple, peut-être que j'aurais un VZ. J'ai très bien le VZ, mais pas meilleur que l'AK. Pas abusé quand même. Ballistique 69, comment fonctionne l'état du Montana sans taxe? Alors,
il n'y a pas de taxe dans les magasins. On est taxé sur le revenu, mais on n'est pas taxé, on n'a pas des taxes sur le magasin, et le Montana fonctionne très bien. C'est d'ailleurs un des seuls États des États-Unis qui balance, qui équilibre son budget tous les ans. Comme quoi, comme quoi c'est intéressant. Les États les plus taxés, comme par exemple la Californie, n'ont pas, une économie équilibrée à la fin. Le budget, ils sont en dette à tous les ans, la Californie. Alors que nous, voilà, on va dans un magasin, il n'y a pas de taxe sur le magasin, il n'y a pas de taxe sur les outils, les objets, les machins, et on s'en sort très très bien. Donc c'est intéressant. Il y aurait beaucoup à dire, c'est très complexe, mais c'est juste, voilà, pour encore une fois un petit peu. euh, le problème avec les taxes, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent que si on ne paye pas de taxes, c'est un peu ce qui est reproché aux libertariens à chaque fois, que si on ne payait pas de taxes, nos routes seraient merdiques, il n'y a plus rien qui fonctionnerait, et tout le bordel. Alors que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça dépend des taxes. Il faut viser certaines taxes. Il y a certaines taxes, comme par exemple, voilà, acheter une bouteille d'eau au supermarché pour 1 dollar, par exemple. En Californie, elle va être taxée en plus de ça. Donc en Californie, ils sont à quoi? Ils sont à 10 ou 11%, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ce qui est complexe. Euh, mais c'est juste, ça nous donne une idée un petit peu de comment ça peut se passer dans des micro-économies. Chaque État, en fait, aux États-Unis est un micro-pays, une micro-économie, et donc de voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, c'est assez intéressant. Nous, on paye des taxes sur le revenu, donc, et après, on a, voilà, vu que je suis propriétaire de ma maison, j'ai une taxe par an sur ma maison. Euh, et c'est tout, et ça se passe très très bien. Nos rues sont, voilà, il déneige et tout le bordel. Nicolini, penses-tu que la France serait prête culturellement pour une réglementation des armes comme celle du Montana par exemple? Non. Non, non, pas du tout. La France n'est pas prête. La France ne le sera jamais, et vous n'aurez jamais une réglementation des armes comme celle du Montana. Et encore que le Montana, c'est pas la plus libre. Il y a mieux, hein, que le Montana, hein. Le Montana, c'est bien, mais c'est pas le Vermont, c'est pas l'Alaska, quoi. Mais non, c'est évident que culturellement parlant, le le combat, le champ de bataille culturel de l'arme à feu en France, on l'a perdu. On l'a perdu. On a encore un petit bataillon sur le côté du champ de bataille qui sont les chasseurs. Mais même les chasseurs, en fait, eux, ils s'intéressent à la chasse. Donc c'est un petit peu le même problème aux États-Unis. On a vraiment les chasseurs, et puis après on a le second amendement, quoi. Et en fait, ces deux groupes ne sont pas toujours liés, en fait. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de chasseurs qui aimeraient voir plus de régulation sur les armes à feu, comme par exemple la R15 et ainsi de suite. Ce qui est très étonnant. Et donc, parce que le chasseur, voilà, il est dans son trip chasse, et qu'il n'est pas, c'est pas qu'il est pro arme, c'est qu'il est pro chasse. Il est pro chasse en premier, peut-être pro arme en deuxième. Mais nous, dans notre équipe, on est pro arme en premier, ce qui permet d'être pro chasse et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu différent, mais le combat culturel est perdu. Le combat culturel est perdu. On l'a perdu depuis longtemps en France. Maintenant, il faut juste s'accrocher le mieux possible aux petites libertés qu'il nous reste. Encore que la France, à l'échelle de l'Europe, par exemple, est en bien meilleur état que, par exemple, l'Angleterre ou d'autres pays où la possession d'armes à feu est totalement bridée pour les citoyens. J'aimerais pas être anglais. Vivre en Angleterre, non merci, quoi. Donc, ils en sont à bannir les petits couteaux. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. En Suisse, par exemple, à mon avis, ils vont perdre là, dans les 4 prochaines années, peut-être les 5 prochaines années, ils vont perdre toute leur avancée et toute leur culture par rapport à l'arme à feu. C'est inévitable, c'est le monstre.
le monstre globaliste, mondialiste, bienfaisant, qui va avaler tous ces types de libertés. Pourquoi on en revient à l'infantilisation et on en revient surtout à la dépendance. Le gouvernement et l'État veulent un peuple dépendant. Le plus on est dépendant, le moins on a de couilles, le moins on a d'outils, le moins on est viking, et le mieux c'est pour eux. Donc tout le monde le sait, on le sait tous, ça fait des millénaires qu'on fonctionne comme ça. Il y a des groupes de gens qui veulent asservir d'autres groupes de gens. Et voilà, c'est comme ça. Donc à nous d'être malins aujourd'hui. Ça fait déjà 8 ans que j'en parle, mais donc à nous d'être malins dès aujourd'hui pour, d'une première part, conserver le minimum de liberté et de droits que nous avons. Donc ça passe par la licence de tir, ça passe par faire partie du système, parce que le plus de signatures et le plus d'hommes et de femmes et de citoyens qui seront dans le système par rapport aux armes à feu, le plus ça va faire gonfler les chiffres et le mieux c'est pour nous. Ça va nous aider à maintenir le peu de liberté et de droits que nous avons. Et dans un deuxième temps, faut être malin. Je ne peux pas en dire plus. The Doy, salut, as-tu une langue inventée ou un code pour communiquer avec ta femme sans être compris? Oui, alors déjà ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc on a juste à se regarder, on n'a même pas besoin de code. On sait ce qui se passe, on est aware l'un de l'autre. Ensuite, j'ai très tôt, en fait, j'ai chopé un bouquin sur le langage des signes. Donc pour les sourds, les malentendants, je ne sais pas le nom correct, politiquement correct aujourd'hui, les sourds et les muets, les malentendants et les non-parlants. Mais donc toujours des petits livres sympathiques pour apprendre deux trois gestes, et ça peut toujours être utile. On a la chance qu'à la maison, nous, on est bilingue aussi. Donc ça aide aussi parfois. Encore que des fois ça m'a joué des tours, mais c'est comme ça. Mais donc voilà, oui, on a effectivement des langues inventées, des langues non inventées. On a une petite panoplie d'outils de communication qui sont très intéressantes pour nous. Bastien Bull, c'est quoi ton meilleur couteau pour le mode feuille sur le zizi? Alors, mon meilleur couteau pour le mode feuille sur le zizi, c'est le Mora, quoi. Franchement, j'ai des amis couteliers, hein. Ils savent que je les adore et que je leur fais de la pub et que voilà, je les soutiens dans leur artisanat et tout le bordel. Mais franchement, tu veux partir feuille sur le zizi, petit Mora compagnon, 11 balles, tu peux tout lui faire. Franchement, voilà, petit, grand, adulte, enfant, professionnel, non professionnel, guerrier du dimanche ou instructeur de survie, un petit Mora à 10 balles, franchement, ça fait le boulot, quoi. Après, comme vous le savez tous, je suis très machette. Et puis après, il y a des couteaux, on peut se faire plaisir et avoir à sa ceinture un Pierre-Henri Monet, on peut avoir à sa ceinture un Tony Lopez, tu vois, on peut avoir à la ceinture un Randall, on peut se faire plaisir. Et Tony et Pierre-Henri, je vous ai mis dans la même catégorie que Randall quand même. Donc, mais donc, on peut se faire plaisir avec des super beaux couteaux, il n'y a aucun problème. Mais si tu me dis, voilà, demain matin, viens, on part dans les bois, j'en sais rien, moi, faire 3 semaines de je sais pas quoi en Afrique, qu'est-ce que je vais mettre dans le sac? Je vais mettre un Mora, quoi. Je vais mettre un Mora, que ce soit le Bushcraft Black, le compagnon, s'en branle. Un Mora, n'importe lesquels, ils font tous le boulot, c'est génial, indestructible, 10 balles, tu peux même en foutre 2 dans le sac, 2 C1 et un C rien, super truc.
Question de survivaliste du Sud. Comment va réagir ta ville en cas d'effondrement? On n'en sait rien. Ça dépend quel effondrement. Effondrement de quoi? Est-ce que c'est un problème économique systémique? Est-ce que c'est quelque chose de très désagréable et de très abrupt, de très brutal? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un problème climatique? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est une pandémie? Est-ce que c'est une pandémie avec 5% de taux de mortalité ou est-ce que c'est une pandémie avec 90% de taux de mortalité? Est-ce que les gens sont en train de voir mourir leurs gosses? Est-ce qu'on se tire dessus? Enfin, est-ce qu'on se tire dessus? J'en sais rien. L'effondrement, c'est tellement vaste. C'est pour ça que je le redis, mais la collapsologie et l'étude de l'effondrement ne m'intéressent pas parce que c'est trop vaste. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc il peut se passer quelque chose, il s'est passé plein de choses durant notre histoire, de la peste noire jusqu'à, encore une fois, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, mais l'effondrement, le crash monétaire de 29, voilà, c'était un effondrement. On a eu des choses assez catastrophiques et dramatiques dans notre histoire. Le communisme a tué je ne sais pas combien de millions de gens, Khmer Rouge, enfin, je veux dire, on peut en citer des catastrophes. Tchernobyl. Donc c'est très difficile de savoir comment vont réagir les gens, surtout à l'échelle d'une ville. C'est déjà difficile de savoir comment nous on va réagir à l'échelle d'un clan. Donc à l'échelle d'une ville, c'est complètement impossible. Alors après, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a effectivement des cultures et des environnements et des contextes où les gens, où les habitants d'une ville sont plus résilients que d'autres. C'est-à-dire que, est-ce que je peux dire que les habitants de ma ville sont plus résilients que le Parisien moyen? Oui. On a tous, déjà on est tous armés, c'est tous des chasseurs, on vit tous en milieu rural, on a tous des bêtes, des animaux, des machins, des bordels, on est tous habitués au froid, on coupe tous notre propre bois, enfin je veux dire, je fais des généralités, mais en général effectivement, dans ma ville, on est beaucoup plus résilient que le New-Yorkais moyen. Ça va être pareil, tu prends un petit village de la France en Auvergne ou en Lozère, les mecs vont être tout de suite beaucoup plus rustiques et résilients que le Parisien moyen ou que le Marseillais moyen. Donc c'est la seule chose que je peux dire. Maintenant, cette résilience et cette autonomie peut être à double tranchant. Ça veut dire qu'on peut avoir une population qui se serre les coudes, qui se solidarise dans l'adversité et qui surmonte cette adversité ensemble, où on peut avoir un bain de sang, quoi. Donc voilà, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Anto Desbois, quel est ton couteau pour le jardin? Le Mora. Gabriel Chartrand 98, fusil d'assaut ou carabine de chasse dans une batterie d'armes? Fusil d'assaut ou carabine de chasse? Bah déjà, c'est deux outils complètement différents. C'est comme si tu me disais, alors qu'est-ce que je mets dans ma boîte à outils? Un marteau ou une pince? C'est deux outils différents. Alors c'est vrai que je peux te démonter la gueule avec les deux. C'est vrai. Mais c'est des outils qui font des travaux complètement différents. Donc fusil d'assaut ou carabine de chasse, je dirais les deux, mon capitaine. Mister Lapin, étudiant souhaitant acquérir de l'autonomie, par où commencer? Bon, si j'étais méchant, je dirais, arrête d'être étudiant. Ça commence comme ça. Non, sois étudiant, sois étudiant. Il nous faut des étudiants. Par où commencer? Je dirais déjà par des formations. Les formations, généralement, si on se démerde bien, surtout dans un pays communiste comme la France, si tu es en France, il y a énormément de choses gratuites.
C'est fou les choses gratuites. Mais donc, par où commencer étudiant pour gagner plus en autonomie? Je dirais déjà des formations. Alors ça peut être des formations premiers soins, des formations poterie, toutes les formations que tu peux faire en fait pour sortir déjà un petit peu du monde cérébral et atterrir un petit peu dans le monde manuel. Voilà, revois tes classes de MT et tout ça, fais des formations. Ensuite, je pense que le plus intéressant pour l'être humain aujourd'hui, c'est de se réapproprier la nourriture. Se réapproprier la nourriture, ça veut dire déjà faire attention à ce qu'on mange et tout, et être conscient un petit peu de l'univers alimentaire. Mais ça veut dire aussi faire à manger soi-même. Alors je sais pas, t'es étudiant, tu bouffes où? Tu bouffes à McDo tous les jours, tu te fais de la pizza 3 fois par semaine, t'en es où? Ce qui serait vraiment intéressant pour ton autonomie, c'est de te réapproprier tes repas et donc de commencer par cuisiner. Alors tu peux faire des formations cuisinier, tu peux aller apprendre à faire la cuisine. Il y a plein de grands-mères à Paris qui t'apprendront à faire des clafoutis. Ça c'est à mon avis le plus important, c'est donc de faire des formations et généralement essayer surtout en tant qu'étudiant de sortir du monde cérébral pour t'investir dans le monde manuel. Fais des formations d'électricien, de mécano, de charpenterie, de poterie, tout ce bordel-là, c'est génial. Tu apprendras des choses avec tes mains, ça se trouve, tu vas découvrir plein de choses en toi. Après, je dirais, dans un premier temps, il faut te réapproprier ton alimentation. Apprends à cuisiner, cuisine par toi-même, tous tes repas. Les filles, en plus, elles vont adorer. T'es un garçon? Ouais, en plus, voilà, si tu te fais à bouffer pour les gonzesses, mon pote, tu vas enchaîner. Donc voilà, redécouvre la cuisine et l'alimentation. Et voilà, Steve Skip a tout compris. Le seul problème avec les VZ, c'est que les chargeurs sont spécifiques et pas compatibles avec les AK. Gabriel Chartrand 98, pourquoi es-tu contre la chasse au loup? Alors c'est pas que je suis contre, c'est que je ne suis pas pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas rancher. J'ai pas 200 têtes de moutons, de bœufs ou de je sais pas quoi ou de bisons dans mon jardin. Déjà, avant de commencer, je réalise et je suis conscient que la problématique du loup et du rancher, du fermier, je ne suis pas totalement investi, ok? Parce que le futur de ma famille, de bien-être de ma famille, économiquement parlant, ne dépend pas de mes 200 têtes de moutons dans mon jardin. Donc ça, ce serait bien si, par exemple, les urbains comprenaient que les problèmes ruraux sont parfois beaucoup plus complexes qu'ils ne pensent et que l'investissement n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est pas ton univers économique qui est touché. Voilà, juste pour remettre les choses un petit peu à leur place. Personnellement, je ne me vois pas tuer un loup dans mon contexte particulier. Et donc, je ne le fais pas. C'est pas pour moi. Je ne vais pas aller à la chasse au loup. Maintenant, ayant dit cela, je peux comprendre, en ayant parlé avec les ranchers du coin, les fermiers du coin, qu'il y a des problématiques, avec les coyotes et avec les loups. C'est pas que les loups, mais que effectivement, quand tu as 200 têtes, par exemple, de moutons, et que c'est comme ça, c'est de ça que tu vis. Et que un matin tu descends dans ton jardin et puis que tu n'en as plus que 150 et puis que tu as 50 têtes de moutons, que tu as 50 de tes moutons qui sont décapités, qui ne sont même pas mangés parce que le loup tue par plaisir, et enfin pas seulement par plaisir mais aussi pour entraîner les petits. Donc c'est pas seulement pour manger.
Mais donc quand tu sors de chez toi un matin et que tu vois que tu as 50 moutons qui se sont fait décapiter la nuit dernière pour rien et que donc tu viens de perdre 50 moutons, je peux comprendre, si tu veux, que il y ait des compromis qui doivent s'opérer à l'échelle rurale et à l'échelle de notre environnement. C'est pour ça que le gouvernement a réautorisé et a réouvert la chasse aux loups dans des circonstances très spécifiques, très réglementées. C'est pas comme si on pouvait tous demain matin aller tuer 150 000 loups. Ça ne se passe pas comme ça. Mais donc voilà, c'est une problématique extrêmement complexe. C'est un sujet extrêmement complexe. Et donc je ne peux pas dire que je suis pour ou que je suis contre. C'est pas pour moi. Je n'irai pas tuer un loup. Mais voilà, je comprends après, je comprends les deux équipes. Je comprends l'équipe qui est très réfractaire à la réouverture de la chasse au loup, et je comprends l'équipe qui est fermière, rancher, et qui perd des animaux, voilà, tous les jours. Donc voilà, c'est très complexe. Excusez-moi, je zappe encore. J'ai parlé là pendant longtemps et donc je vais zapper pour voir s'il y a d'autres. Oh putain, vous avez vraiment écrit beaucoup. Merde, j'ai raté, putain, j'ai raté plein de trucs. Euh, Hop hop hop, on va voir. Gaia Munz, Gaia Munz. Voilà, tu as eu un problème économique grave pour avoir une telle conscience de la perte ou d'indépendance ou de dépendance à l'emploi, mettre la gamelle sur la table. Ok, bon, on comprend tous la question. J'ai pas eu de problème économique grave. J'ai manqué, j'ai eu des passages un petit peu difficiles, surtout depuis que je suis aux États-Unis. On a eu des passages un petit peu, voilà, on mange des pâtes pendant un mois, mais on mange toujours des pâtes. Enfin, je veux dire, il y a sur l'échelle du manque et de la pauvreté. Putain, si on pouvait tous être pauvres comme des Américains, ce serait pas mal. Donc, enfin, encore que. Euh, mais j'ai été très proche de mes grands-parents qui étaient très pauvres. Je pense que j'ai reçu inconsciemment et consciemment, avant 10 ans, j'ai compris voilà, j'ai compris les subtilités économiques. J'ai compris le manque, j'ai compris la pauvreté. Euh, donc voilà, ça m'a toujours, voilà, j'ai compris. Ensuite, mes parents sont comptables, les deux. Donc voilà. Hein. Et après, après, voilà, j'ai rien d'exceptionnel économiquement parlant. Encore une fois, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, et donc ça te fait, voilà, ça te fait comprendre certaines choses par rapport à l'argent, au manque et toutes ces choses-là, mais rien de grave. Ulrich, as-tu pour projet de faire un live bibliothèque sur les bouquins utiles à avoir chez soi, permaculture, secourisme? Écoute, j'ai pas de projet de faire un live comme ça, mais j'ai fait toute une série de vidéos sur les bouquins. Donc va voir, voilà, sur YouTube, j'ai fait je sais pas combien de vidéos, bibliothèque survivaliste, je crois, j'ai appelé ça, où je déballe pas mal de bouquins. Faudrait effectivement peut-être la remettre à jour, mais voilà. Cédric Goala, tu relis après les commentaires pour analyse? Non, je ne relis pas les commentaires.
Ah, je vais pas reparler des canards. J'ai tout dit sur les canards, les gars. Vous me reposez toujours les mêmes questions sur les canards. Je peux pas. Euh, Marie Depp Insta. Salut Vol, j'ai la chance d'être proprio à 24 ans et de commencer une bad. Putain, as-tu des conseils à donner car je manque d'expérience vu mon âge? Excellente question, super question. Malheureusement, il reste plus que 20 secondes. Je vais devoir vous quitter. Repose-moi la question la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On se tient au courant pour les patchs. Prenez soin de vous, pensez à ces 4 piliers de l'indépendance, à ces 4 piliers de la résistance et de l'autonomie, et stay safe.